RCF. Donc on va débuter cette nouvelle rencontre pour discuter pourquoi ouvrir et partager la science. Donc l'idée c'est que notre expert Nicolas Fressanjas ici présent nous explique de quoi il s'agit. Et puis n'hésitez pas à interagir, à poser des questions à n'importe quel moment de l'intervention parce que finalement 45 minutes, 50 minutes ça passe très vite. Un mot sur vous, Nicolas Fressanjas, vous êtes vice-président de l'Université de Lorraine chargé du numérique, des données et de la science ouverte. Et vous êtes chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors quand on parle d'ouvrir la science, il ne faut pas faire l'amalgame avec la vulgarisation scientifique, n'est-ce pas ? Exactement. C'était notre premier contact. Bonjour et merci. Oui, je le précise tout de suite parce que quand on parle donc des politiques de sciences ouvertes et d'ouvrir la science, le premier réflexe qu'on a, c'est de penser à la rendre accessible, et que ça se lise comme un roman pour le grand public. Alors certes, c'est très intéressant, c'est des choses qu'il faut faire. Et d'ailleurs, il y a un temps de parole plus tard dans l'après-midi. Je ne sais pas si c'est ici là-dessus, mais c'est pas l'objet aujourd'hui. Donc moi, ce dont je voulais vous parler, et puis donc surtout, vous n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions quand vous en avez envie. C'est d'essayer de vous montrer, de vous parler de ce qu'on essaye de faire. Alors c'est en Lorraine, c'est en France, c'est en Europe, c'est dans le monde entier, pour justement ouvrir la science. Donc ouvrir la science, c'est pas la rendre accessible en termes, des mots qui sont utilisés, des concepts qui sont utilisés. Ça, on va garder la science telle qu'elle est. Mais en revanche, c'est de la rendre accessible pour qui en a envie sur Internet, d'aller la chercher. Alors ça a des liens très forts avec la discussion qu'on avait avant sur l'universalisme et l'accessibilité au-delà des acteurs privés et des plateformes privées. Donc là, ce dont on parle, c'est que l'objectif, c'est que les productions des chercheurs partout dans le monde soient accessibles à tous. Donc qu'est-ce que c'est que les productions des chercheurs ? Aujourd'hui, et même au XXe siècle, on disait les productions des chercheurs, c'est leurs écrits. Donc les chercheurs font de la recherche, il y a de la recherche en sciences humaines et sociales, il y a de la recherche en technologie, etc. Donc il y a des expériences. Et tout ça, on réfléchit, puis on écrit des choses. Alors on écrit des thèses, on écrit des articles scientifiques, on écrit des livres. Et ces écrits-là, où est-ce qu'ils arrivent ? Les livres, ils arrivent sur des étagères parfois. Ils arrivent sur Internet, mais il faut payer tant pour les avoir. Les articles scientifiques, pour y accéder, il faut avoir un abonnement à une grande maison d'édition. Et pour l'Université de Lorraine, c'est dans les 200 000 € par an. Des choses comme ça, pour avoir ce type d'abonnement-là. Voilà. Donc la question, c'est comment faire pour que tout un chacun puisse avoir accès à ces productions-là. Mais ça, c'est les productions du XXe siècle qu'on a passées en numérique. Mais au XXe siècle, il y avait aussi des productions autres. Il y avait des productions de données. Alors, quand on est en sciences humaines et sociales, on fait des interviews. Alors, je dirais sûrement des bêtises parce que personnellement, je suis en physique. Voilà. Mais on produit des données en physique. On va produire des données. Ces données-là, où est-ce qu'elles atterrissent ? Sur une clé USB, dans le tiroir du chercheur, on va s'en servir pour écrire l'article, et puis quand on a écrit l'article, on va les perdre. Au mieux, elles vont rester sur un disque dur. Donc on a des statistiques aujourd'hui, on perd à peu près 20% aujourd'hui des données qu'on a acquis par an. Donc, tous les ans, on perd 20%, alors que ça coûte quand même très 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 cher d'avoir ces données-là. Et puis le dernier objectif, ce sont les logiciels. Parce que quand on a des données, il faut les traiter. Ne serait-ce que pour tracer des courbes, des choses comme ça, il faut les traiter. Les gens des sciences humaines me disent tout souvent, moi ça ne me concerne pas les logiciels. En fait si, parce qu'ils ont des données, ces données-là on traite, on fait des études statistiques, et puis en fait les études statistiques, c'est important de voir comment ils les ont faites, parce que en fonction de comment ils les ont faites, elles sont significatives ou pas. Et montrer le logiciel avec lequel on a fait tout ça, c'est quand même assez important. Donc voilà quel est l'objectif. Alors pour vous montrer peut-être l'intérêt vraiment, on a eu
la chance, avec beaucoup de guillemets, en 2020, d'avoir une pandémie. Alors pourquoi c'est une chance pour la science ouverte? C'est parce qu'on a eu un condensé sur une année de ce qu'on essaye de faire dans tous les domaines. On a eu un condensé sur la recherche sur le Covid. Et donc en début d'année, on a eu, donc début 2020, même 2019, c'est pour ça que ça s'appelle Covid-19, hein, quelques cas qui ont émergé en Chine. Et on s'est aperçu, ça a été publié dans le Washington Post de mémoire au mois de mars, on s'est aperçu au mois de mars qu'en fait les premiers cas qui avaient été étudiés en Chine, en fait ils l'ont pas dit. Ils l'ont pas dit, il y en avait quelques cas, hein. Ils l'ont pas dit. Pourquoi ils l'ont pas dit? Parce qu'ils se sont dit, waouh, là on a une nouvelle maladie, on tient un truc. Et on va le publier dans un journal scientifique vachement renommé, top niveau. Mais bon, le temps qu'on arrive à publier, on va se garder les données au chaud de manière à ce que personne ne le sache. Et donc on a perdu quelques semaines, mois, sur... alors je dis pas que c'est ça qui a fait naître la pandémie, hein, loin de moi cette idée, mais quand même, on a perdu un peu de temps. Et suite à ça, donc il y a une task force qui a été mise en place, notamment à la Maison Blanche. Alors je parle de la Maison Blanche parce que le conseiller à la Maison Blanche s'appelait Anthony Fauci, il est toujours d'ailleurs, donc pour le Covid-19. Et il a dit une phrase qui est restée un peu dans les annales, qui dit ça serait quand même bien pour cette histoire de pandémie là, de Covid, si on arrivait à se parler, si on arrivait à échanger les données. Qu'on mesure sur toute la planète, qu'on échange nos données, quoi, qu'on ne fasse pas chacun un truc dans notre coin, qu'on puisse travailler ensemble. Donc ça, c'était quelque chose qui n'est pas resté un vœu pieux, heureusement. Autre chose, les articles scientifiques sur ces virus-là, le Covid, ils ont commencé à sortir, hein, ils ont commencé à sortir fin 2019. Ils étaient publiés chez des éditeurs scientifiques pour lesquels il fallait un abonnement. Et donc certains pays, certaines universités n'y avaient pas accès. Donc il y a eu des pressions énormes de la part des chercheurs disant bon maintenant voilà, on arrête de rigoler, on a une pandémie sous la main, c'est l'affaire du moment. Ça serait bien qu'on ait tous accès. Et donc les chercheurs ont fait une exception, les éditeurs ont fait une exception, ils ont dit ok, d'accord, pour cause de pandémie mondiale, on veut bien concéder à ouvrir les articles sur le Covid-19. Donc le Covid-19, son nom scientifique, c'est le SARS-CoV-2. Pourquoi 2? Parce qu'en 2003, il y a eu le SARS-CoV-1. Eh bien, ils n'ont pas ouvert les articles sur le SARS-CoV-1. Ils ont ouvert que sur le SARS-CoV-2, et ça a été refermé fin 2020, début 2021. Donc c'est déjà refermé. Donc il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Alors, pour vous dire, les données, l'appel a été entendu, ça a été ouvert. Les données ont été partagées de manière extrêmement imparfaite, mais quand même, il y a eu des choses qui ont été faites. Les données, les publications ont été ouvertes aussi, pareil, c'est relativement imparfait, mais quand même, au bout d'un an, on avait un vaccin. Voilà. Alors c'est pas la seule raison, hein. C'est pas la seule raison. Il y a aussi beaucoup d'argent qui a été mis sur la table, mais quand même. Donc voilà déjà un exemple de ce qu'on voudrait généraliser en fait à l'ensemble des disciplines, et y compris à la médecine, hein, puisque aujourd'hui c'est déjà fermé, donc la médecine aussi elle a besoin de ça. Et pour montrer par ailleurs l'intérêt de ça. Et le besoin de cette ouverture, donc les gens qui sont dans ma profession, chercheurs, ils connaissent un site qui a été créé par une collègue kazakh qui s'appelle Sci-Hub. Et Sci-Hub, c'est un site, je n'ai pas le droit de vous en parler, hein, c'est un site pirate. C'est un site pirate qui, d'une façon ou d'une autre, a aspiré l'ensemble des publications scientifiques mondiales et les met à disposition. Donc son utilisation, alors sa diffusion bien sûr est illégale et son utilisation en France est également illégale, et il est bloqué sur les 4 principaux fournisseurs d'accès par décision de justice. Si on fait une étude de qui utilise Sci-Hub et quand, et on s'aperçoit que c'est partout sur toute la planète et tout le temps. Donc ça veut dire bien que ça veut bien. Et alors quand je dis sur toute la planète, c'est y compris très fortement en Europe, aux États-Unis, etc. Là, on pourrait se dire on a les moyens d'accéder aux abonnements de nos grandes maisons d'édition.
Donc ça veut dire qu'il y a un vrai besoin d'accéder aux articles de manière légale. Parce que Sci-Hub existe, mais donc, il y a beaucoup de collègues qui disent, bon, en fait, on n'a pas besoin d'ouvrir la science, on a déjà Sci-Hub. Bah, oui, mais c'est illégal. Bon, ok, on fait quand même. Pardon. Mais c'est surtout non pérenne. C'est pas pérenne, parce que c'est en fait, c'est l'initiative d'une seule personne, donc une collègue kazakh. On ne sait pas trop où sont les financements qui sont derrière, parce que pour faire marcher ça, il faut des machines. Et quand on est au service de la recherche mondiale, il ne faut pas un petit ordinateur dans son coin pour faire marcher ça. Donc il y a un modèle économique de ce truc-là derrière qu'on ne connaît pas. Il y a également, probablement, on parlait tout à l'heure de capitalisme de surveillance, il y a probablement des choses comme ça aussi derrière. Bref, voilà, si on pouvait trouver quelque chose qui soit une alternative légale, ça serait quand même bien. Et donc c'est pour ça que on a développé des politiques publiques. Donc il y a des politiques publiques qui sont en route. Donc le mouvement Sciences Ouvertes, le mouvement qui vise à ouvrir la science, on va dire, il a une petite vingtaine ou trentaine d'années aujourd'hui. Moi, la première fois, alors j'étais militant de ce truc-là, on va dire dans les années 2000-2010, un peu sans le savoir. Et la première fois que j'en ai vraiment entendu parler, on parlait d'open access à l'époque, hein, puisque on pensait uniquement à l'accès ouvert des articles. Depuis, on a rajouté les données et les logiciels. Donc la première fois que j'en ai entendu parler, c'est 2016. Et en termes de politique publique, donc on a en France, on a un plan national pour la science ouverte. Donc le premier a été publié en 2018, le deuxième a été publié en 2021. Et les 4 axes du plan national, c'est ce dont je vous ai parlé. Le premier axe, c'est généraliser l'accès ouvert aux publications écrites. Le deuxième, c'est sur les données. Le troisième, c'est sur les logiciels. Et le quatrième, je ne vous en ai pas parlé, c'est comment on fait pour qu'on ne parle plus de sciences ouvertes, mais de sciences. Et que ça soit ouvert naturellement. Et donc, c'est comment on généralise tout ça. Et ça passe par des modifications de l'évaluation de nos collègues chercheurs. J'en vois un derrière ici, qui est là, qui me fait plaisir d'être là, qui est membre de mon laboratoire. Bienvenue Thierry. Directeur de mon laboratoire, pardon. Et donc voilà, donc il faut changer l'évaluation, de nos collègues, parce que ouvrir la science, ça demande du travail. Et quand on fait ce travail-là, on ne fait pas autre chose. Et donc ça demande du travail, ça demande de la formation. Donc ça, c'est le quatrième axe. Alors ça, c'est la politique française. Si on est tout seul au monde à faire ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt, parce que la recherche elle est mondiale, hein, donc on va aller chercher les articles des collègues. Donc si nous on a ouvert nos articles, nos données, nos logiciels, et puis qu'on veut aller chercher ce qui a été fait aux États-Unis, que ça reste fermé, c'est un problème. Alors heureusement, en fait, on n'en est plus là. Donc qu'est-ce que je peux citer? Je peux citer 2022, la présidence française de l'Union européenne, qui a fait en sorte que le Conseil de l'Union européenne ait des conclusions donc à la fin de la présidence française de l'Union européenne en faveur de l'accès ouvert, en faveur de la science ouverte. Là, je ne vous donne pas les détails, mais c'est des choses qui ont été écrites, donc qui sont votées à l'unanimité par les 27 États membres. La présidence suédoise a remis le couvert cette année, donc a enfoncé le clou et a écrit, ça c'est quand même pas rien, a écrit que la publication en accès ouvert, alors on parlera de modèle économique sûrement tout à l'heure, la publication en accès ouvert sans frais bien évidemment pour le lecteur, mais également pour l'auteur, donc sous-entendu il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui paye derrière, doit devenir la norme de la publication scientifique. Donc c'est l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne qui dit ça. Par ailleurs, l'Union européenne, la Commission européenne a mis en place une coalition internationale. On a 580 institutions aujourd'hui. Alors, internationale, c'est surtout européenne, mais pas seulement. On a 580 institutions européennes de recherche qui ont signé cette coalition pour faire évoluer l'évaluation des chercheurs, pour leur permettre justement de faire ces choses-là et d'être reconnus pour ce travail. Donc ça, c'est l'Europe. Mais comme je disais tout à l'heure, si on est seul en Europe, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais le G7, donc le G7, vous avez sûrement entendu parler du G7 récemment à Hiroshima. Vous n'avez peut-être pas entendu parler du G7 une semaine avant à Sendai, parce que c'était la réunion des ministres de la recherche du G7.
Et là, de la même façon, il y a un communiqué qui a été produit par le G7 pour soutenir, il y a 3 grands termes, il y a un, soutenir les infrastructures de recherche pour la science ouverte. Donc, c'est parce que tout ça, il y a besoin d'infrastructures. Donc, que l'ensemble du G7 et au-delà du G7, les pays soutiennent les infrastructures nécessaires pour ouvrir la science. Que le G7 soutenait l'initiative européenne de réforme de l'évaluation de la recherche pour justement ouvrir la science. Et la troisième est un peu plus subtile, qui est de dire que réformer l'évaluation de la recherche, c'est toucher au cœur de la machine, et une machine qui est extrêmement complexe, puisqu'elle est mondiale et qui a plein d'interactions, et qu'un politique n'est pas capable de faire ça. Et qu'il donc faut confier à des chercheurs de faire de la recherche sur le processus de recherche lui-même, pour arriver à avoir des résultats scientifiques qui nous permettent de conduire des politiques publiques qui soient basées sur des preuves. Donc ça, il y a encore du chemin, mais l'idée est de créer une coordination internationale. Alors je vais utiliser des très grands mots, un peu comme le GIEC, mais bon, pas du tout à l'échelle du GIEC, mais une coordination internationale sur ce sujet-là. Et pour finir, là on parle des grands pays qui ont de l'argent. Mais ça ne concerne pas que nous. Si on ouvre la science, c'est aussi pour des pays ou des universités qui ont moins les moyens et qui n'ont pas du tout... Alors on parlait d'universalisme tout à l'heure, on touche peut-être le domaine des chercheurs. Ces pays-là, ils n'ont pas les moyens de s'abonner à ces grandes revues, ils n'ont pas les moyens de créer des plateformes pour ouvrir la science, etc. Et pourtant, il y a des chercheurs. Et il y a des cerveaux. Et il faut leur permettre de travailler parce que ça permettra d'agrandir la communauté internationale sur le sujet. Donc l'UNESCO a pris une résolution, des recommandations en 2021, votées à l'unanimité par tous les membres de l'UNESCO, recommandant, alors c'est très détaillé, d'ouvrir la science selon les termes que je vous ai proposés. Et aujourd'hui est en train de mettre en place, alors en collaboration avec la France, on croise les doigts, un baromètre. Donc on a un baromètre de la science ouverte en France et l'idée c'est de faire un baromètre mondial de la science ouverte. Alors en France, on a un baromètre de la science ouverte et je ne vous dirai pas les résultats du baromètre mondial parce qu'il n'existe pas encore. Mais les baromètres de la science ouverte en France, il nous dit que en 2018, on avait à peu près 30% des publications scientifiques françaises qui étaient ouvertes. En 2022, on est aux 2 tiers. On est quasiment aux 2 tiers, donc ça marche. Ça marche. Les chercheurs jouent le jeu, les politiques publiques fonctionnent, donc on est optimiste. Donc ce volet, ça c'est le volet des écrits, c'est le volet des publications. Sur les livres, on est un peu plus en retard, c'est un peu plus compliqué, l'écosystème est un peu plus compliqué. Sur les données de la recherche, on est moins en avance. Donc, ah oui, ce que je voulais dire, pardon, sur les livres, sur les publications, on a des plateformes. On a des plateformes, donc on a au niveau mondial des plateformes qu'on appelle des archives ouvertes. Donc, les archives ouvertes sont des endroits qui ne sont pas des journaux scientifiques, ce sont des endroits où on peut venir déposer un article. Et la différence par rapport à un journal scientifique, dans un journal scientifique, quand vous soumettez un article à un journal scientifique, il va être relu par des experts, et seulement si vous avez un avis positif des experts, vous serez publié dans ce journal. Une archive ouverte, c'est un peu différent. Il n'y a pas de relecture par les experts. Seul un chercheur peut y déposer ce qu'il veut quand il le veut. Donc c'est pas un article scientifique. Vous en avez peut-être entendu parler pendant la période du Covid. Les médias s'en sont beaucoup servis. Ils ont appelé ça des préprints. Voilà. Alors les préprints, c'est ça. Alors c'est un peu dangereux pour les médias parce que ils ont un peu tendance à confondre un préprint déposé sur une archive ouverte et un article validé par les pairs, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc on peut se servir, il y a des initiatives qui viennent mettre un label sur des papiers déposés dans une archive ouverte. Alors, pour les connaisseurs, ça s'appelle peer community, qui viennent faire un processus d'expertise et puis qui viennent dire voilà, ça c'est relu par les pairs, vous pouvez y faire confiance. Après, il y a d'autres journaux, il y a des journaux qui ouvrent, qui sont plus sous abonnement, qui ouvrent leurs articles, mais on parlera du modèle économique, ce n'est pas sans poser de questions. Sur les données, le baromètre pour la science ouverte nous dit que par rapport à tous les articles qui disent publier des données, utiliser des données, il y en a 20%, donc un cinquième, il y en a 20% qui les ouvrent, qui les publient.
Mais ça ne tient pas compte de tous les articles qui ne disent pas qu'ils ont utilisé des données. Donc ça ne tient probablement pas compte des données qui sont restées sur la clé USB au fond d'un tiroir, des choses comme ça. Donc probablement on est à 20% max. C'est probablement max de partage de données. Donc là il y a du chemin. Il y a du chemin. Hein. Je vous rappelle que ces données-là, elles sont acquises grâce aux impôts. Donc pour moi, une des choses qu'on devrait faire, c'est comme on les a acquises grâce à vos impôts, c'est de vous les rendre et de vous les donner. Donc ça s'appelle de l'éthique. Alors pourquoi 20%? Pourquoi 20%? C'est pas tout à fait un hasard. Il y a des disciplines, astronomie, et interrompez-moi, hein, je vois que vous ne m'interrompez pas. Interrompez-moi si vous le voulez. Il y a des disciplines comme l'astronomie, comme la génétique, alors, surtout facile à comprendre pour l'astronomie, où avoir ces données-là, récupérer ces données-là, ça coûte beaucoup d'argent. Envoyer une fusée dans l'espace, une sonde dans l'espace, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, ça coûte tellement d'argent que ça serait quand même dommage de récupérer ces données-là, de les foutre sur une clé USB et de les réserver à un seul chercheur. Alors là, en fait, dans le cadre du contrat qu'ils ont passé pour envoyer la fusée et pour récupérer l'argent, ils sont obligés de diffuser leurs données. C'est quand même la moindre des choses. Voilà. Génétique, c'est un peu pareil. Et tout ce qui est physique des hautes énergies, avec le Large Hadron Collider, LHC, etc., ça coûte des milliards. Donc ces gens-là, ils ont l'habitude de le faire. Bon, c'est les 20%. C'est les 20%. Pour les logiciels, c'est pareil. Pour les logiciels, on a fait cette étude-là également. Donc, le baromètre pour la science ouverte, il est évidemment ouvert à tout le monde. Hein. Vous pouvez aller le voir. Et donc, pour les logiciels, on est également à 20%. Et il y a fort à parier que ce sont à peu près les mêmes disciplines qui ouvrent. Bon, plus inquiétant, vous irez voir, il y a aussi le baromètre de l'ouverture des essais cliniques. Donc, essais cliniques, c'est quoi? C'est les essais sur la personne humaine. Donc les essais cliniques, ils font l'objet d'une déclaration préalable, etc. et d'une obligation depuis 3 ans, enfin, qui est mise en œuvre depuis 3 ans, mais en fait qui existe depuis 10 ans, de publication des résultats. On est à 50%. Je n'en dirai pas plus. Donc sur les données, on a la possibilité de, aujourd'hui, vous dites il faut des plateformes, il faut qu'on puisse les donner, il faut qu'on puisse les ouvrir, il faut que les chercheurs aient quelque part pour les déposer. Donc il y a toutes ces communautés dont je vous ai parlé qui ont des habitudes et qui ont créé des entrepôts de données à la surface de la planète. Donc il y a DataTerra. DataTerra, c'est un entrepôt de données, vous avez toutes les données de biodiversité sur la planète. Il y a le PNDB, le portail national de la biodiversité, pareil, vous avez toutes les données. Donc ça, tout ça, c'est en accès ouvert. Vous avez Humanum, donc, qui est une plateforme pour les humanités numériques, donc pour les sciences sociales, où il y a ici aussi énormément de données ouvertes. Et puis il y a les autres 80% qui n'ont pas de plateforme, qui n'ont pas de portail, qui ne savent pas faire en fait. Et donc là, on a créé en France l'année dernière, c'était inauguré l'année dernière, un portail, un écosystème qui s'appelle Recherche DataGouv. Donc recherche.data.gouv.fr. Cet écosystème-là, alors c'est un entrepôt de données. C'est également un ensemble de centres de ressources, d'ateliers de formation. Enfin, c'est tout un écosystème qui permet à chaque chercheur, d'apprendre comment gérer ses données et de lui offrir un endroit par défaut s'il n'a pas d'autres entrepôts de données pour venir les ouvrir. Donc, c'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est en train de, ça n'a qu'un an, hein, et c'est en train d'évoluer. Et à terme, ça va être le catalogue de toutes les données en lien quelque part avec les équipes françaises. Alors, est-ce que peut-être il y a des questions, on a un petit peu balayé le sujet. Est-ce qu'il y a des premières questions? 50% sur les cas cliniques, c'était quoi? Il n'y en a que 50% qui les ont mis ou on en a plus? Alors, sur les cas cliniques déclarés terminés, on prend que cela. Hein. Pour les cas cliniques déclarés terminés, on est à 50% de publication de résultats. Il devrait être, on est 50%, mais il y en a Si la loi était respectée, ce serait 100%. Ouais, c'est ça. Alors, petit détail qui est aussi sur le baromètre, je ne vous vends rien de confidentiel, c'est 30% pour les acteurs publics et 70% ou 80%, je ne sais plus, pour les acteurs privés. Pourquoi ça? Pourquoi les acteurs privés sont plus vertueux que le public? C'est parce que s'ils ne déclarent pas, ils ne peuvent pas mettre leurs produits sur le marché. Voilà.
Oui, vous anticipez, j'allais poser la question. Ce dont vous venez de nous parler, moi je l'ai compris comme une organisation ou des tentatives d'organisation dans le domaine de la recherche publique universitaire. Et puis là, tout dernier, vous venez d'évoquer les entreprises privées qui font aussi de la recherche. Et oui. Dans quelle mesure donc, sont-elles concernées, impliquées dans ces dispositifs? Alors, le dispositif national, alors je peux parler du dispositif lorrain, mais bon, non, on accompagne le dispositif national à l'Université de Lorraine. Le dispositif national, il est fondé sur trois axes, on va dire. Le premier axe, c'est de rendre les choses possibles. Donc, rendre l'ouverture de la science possible, que les plateformes elles soient là, qu'on puisse le faire. Donc là, les acteurs du privé, s'ils ont envie de le faire, ils peuvent. Voilà. Donc c'est ouvert, évidemment, forcément. C'est ouvert également aux acteurs privés. Donc, même notre archive ouverte nationale, elle est même ouverte au monde entier, c'est pour dire. Donc là, c'est ouvert aux acteurs privés de ce côté-là. Deuxièmement, le deuxième pilier, ça va être de dire on va avoir une étude de comment c'est ouvert. Donc c'est le baromètre. Le baromètre pour la science ouverte, qui a sa 3e édition cette année, qui inclut depuis cette année les données et les logiciels. C'est sur l'ensemble de la recherche française. C'est pas la recherche publique. Si un acteur de la recherche privée fait un article, il sera comptabilisé comme ouvert ou fermé. Et puis après, je disais, le cœur de la machine, c'est l'évaluation de la recherche. Et donc là, chaque acteur national est indépendant. Chaque acteur national est indépendant. On a une coalition, donc je disais une coalition européenne qui existe depuis l'année dernière, qui vise à harmoniser des pratiques à l'échelle européenne. Adhère qui veut. Adhère qui veut. Je crois qu'il y a quelques entreprises privées qui ont adhéré. Mais voilà, donc personne n'est obligé, en fait, dans l'affaire. Personne n'est obligé, on n'a pas les moyens légaux. Et je pense qu'il n'y a pas de... Voilà, on n'a pas la possibilité. Un chercheur, quand on lui dit tu fais ça, il va faire exactement autre chose. Donc on peut pas faire ça. Déjà qu'on n'a pas les moyens d'obliger les chercheurs, on aura encore moins les moyens d'obliger les entreprises privées. En revanche, elles y sont incitées parce que le jour où... Et c'est un mouvement, comme je l'ai montré, c'est un mouvement mondial et irrépressible. Si tout le monde a ouvert sa recherche et puis qu'un tel, dans cette entreprise privée, ne l'a pas fait, on va se dire pourquoi vous n'avez pas ouvert, vous avez un truc à cacher. Voilà. Donc oui, elles vont être obligées. Et souvent les entreprises font de la recherche en collaboration avec les universités, avec les tests CIFRE et des choses comme ça. Et il va y avoir des obligations. Et pour aller juste plus loin, l'innovation en France, alors la recherche, mais aussi l'innovation, elle est beaucoup aussi pilotée pour le public par l'Agence nationale de la recherche. L'Agence nationale de la recherche, ils sont pas comme les universités, ils n'ont pas les mêmes freins, parce qu'ils passent des contrats avec des chercheurs. Ils disent voilà, vous voulez notre argent, vous voulez qu'on vous finance votre projet de recherche, voilà, signé en bas de la page. Et dans le contrat, c'est écrit j'ouvre immédiatement mes publications, je dépose mes données, j'ouvre mes logiciels. Donc voilà. Donc les entreprises privées, à un moment donné, si elles veulent avoir de l'argent de la part du public, elles vont devoir se plier à la politique publique. Voilà. On avait une autre question juste ici. C'est juste une petite question. Vous avez dressé le panorama complet et précis un petit peu de cette mise à disposition de la production scientifique finalement. Moi j'ai une question sur la médiation scientifique. Quelles sont les différences? Est-ce qu'il se passe, je le ramène à l'échelle de l'Université de Lorraine, puisqu'on est en Lorraine, quelle est la politique de médiation scientifique de l'université? Parce que c'est aussi une manière de partager la science avec le grand public. Il y a là des... Donc la médiation, c'est vulgarisation, c'est... Oui, voilà. Ça sert à mettre à disposition un certain nombre d'informations, de données, mais cette fois-ci à destination d'autres publics qui ne sont pas le public des chercheurs. C'est pas le cas. Alors c'est pas mon périmètre, mais je connais moins, donc mais je peux vous répondre quand même. Il y a un axe qui s'appelle SAPS, Science avec et pour la société, donc qui est en plein développement actuellement. Alors, il y avait des contrats obtenus avec l'État, etc. Dans certains pays, dans pas mal de pays d'ailleurs, mais pas en France,
Ça fait partie du volet Open Science, donc sciences ouvertes. Donc, c'est pas le cas en France. Il y en a un autre, il y a autre chose, il y a un autre volet qui est aussi dans ce périmètre-là dans les autres pays qui n'est pas en France, c'est Open Education. C'est mettre à disposition aussi tous les supports pédagogiques. Voilà. Mais bon, on ne peut pas tout faire, les journées ont 24 heures, donc je n'ai pas gardé ça dans mon périmètre. Ceci étant, sur Science avec pour la société, il y a Nicolas Beck qui intervient, je crois, aujourd'hui, juste après, hein, qui vous en parlera mieux que moi. Mais l'idée, c'est effectivement de faire de l'animation, de faire de la vulgarisation, d'aller vers le grand public. Mais il y a aussi l'idée, c'est de permettre aux citoyens de faire partie des projets de recherche. Alors il y en a un qui est très connu, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas l'Université de Lorraine fait de la pub là-dessus, c'est sur le projet avec les tiques. Quand vous êtes piqué par une tique, vous mettez ça dans une petite boîte et vous envoyez ça au laboratoire à Nancy qui va bien, et il va cartographier. Donc ça c'est un projet de recherche avec la société. Le fait qu'on ait des smartphones tous, on parlait de numérique tout à l'heure, les smartphones ils sont bardés de capteurs. Et ces capteurs-là peuvent nous servir à faire plein de choses. Donc il y a pas mal de projets de recherche qui utilisent ça. Voilà, donc effectivement, et si on veut impliquer les gens dans ces projets-là, il faut que les gens soient intéressés, impliqués, et donc si ces gens, donc les citoyens, qui ne sont pas forcément des chercheurs, qui ne sont pas donc nécessairement rémunérés, et souvent ils ne sont pas du tout, parce que sinon ça fait conflit d'intérêt pour ces trucs-là, et ce qui est quand même le minimum, c'est que le produit de la recherche soit ouverte à la fin pour les citoyens en question. Ça leur permet d'avoir confiance dans le dispositif, et puis c'est un juste retour de leur investissement. Soit dit en passant, on a de plus en plus de mal à trouver des patients pour les essais cliniques, parce que... Un appel Non, pas du tout. Je ne fais pas un appel du tout, parce que les résultats ne sont pas publiés. On donne de sa personne, on se fait inoculer un placebo ou pas, on n'en sait rien, et le résultat, il n'est pas publié alors que légalement il devrait l'être. Donc c'est fondamental. Bon, je vous rassure, on va essayer de faire un truc au niveau national là-dessus. Ces questions d'ouverture de la science, peut-être que ça pose aussi des questions sur le partage des brevets ou des droits intellectuels, ou non ? Alors oui, c'est effectivement une question qui vient souvent quand on parle de ça. Donc, quand on veut faire un brevet, donc on n'est plus dans la recherche, on est dans l'innovation, et on en fait à l'université, bien évidemment. Quand on veut faire un brevet, si au moment où on fait le dépôt de brevet, il y a déjà eu publication de résultats en lien avec ce dépôt de brevet, on ne peut pas déposer le brevet. Donc ça veut dire qu'il faut garder le secret pendant un moment, le temps de déposer le brevet. Et donc c'est souvent quelque chose qu'on nous dit, oui, mais non, la science c'est bien gentil, mais voilà. Et en fait, non, il n'y a pas tellement de lien, parce que si on a publié de manière fermée, derrière, dans un magazine sous abonnement, donc c'est pas de la science ouverte, c'est publié de manière fermée, c'est pareil, c'est publié. C'est publié, donc le brevet, il n'est pas, on ne peut pas le déposer. Donc ce qui est important ici, c'est de comprendre que l'innovation, elle est plutôt en phase avec la science ouverte, parce que les PME, les grandes entreprises ont accès à nos résultats de recherche. Et puis si on n'a pas envie que les résultats soient accessibles parce qu'on veut développer un brevet, on peut. On n'est pas obligé de tout publier et de mettre toutes les données à disposition. Quand je dis publier les données, par exemple, l'écosystème national qu'on a mis en place, c'est un écosystème de partage et de publication. Partager, ça veut dire je dépose mes données sur la plateforme, on sait qu'elles sont là, les métadonnées, donc les données qui décrivent les données, sont présentes, on sait que les données sont là, donc on les trouve au niveau international. Mais si on veut y accéder, il faut demander son accord aux chercheurs. Donc c'est complètement compatible. C'est également en lien avec toute la stratégie vis-à-vis de la protection du patrimoine scientifique national, la PPST on appelle ça. C'est pareil, c'est tout à fait compatible, parce que ce qu'on veut ouvrir, on l'ouvre vraiment, et ce qu'on ne veut pas ouvrir, on ne l'ouvre pas, mais vraiment aussi. Et quel lien il existe entre l'ouverture de ces articles scientifiques et, donc, dans le domaine de l'innovation, j'imagine davantage sur l'industrialisation de ces procédés, de choses qui ont été développées en recherche au niveau national. Une fois que ces données donc, sont ouvertes, les PME, les entreprises peuvent les récupérer et peuvent les industrialiser et les vendre par la suite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Quel est le lien entre l'un et l'autre ?
Alors, l'ouverture de la science, c'est une ouverture vraiment. Alors, en fait, là, pour répondre précisément à la question, c'est quelle est la licence? Quelle est la licence qu'on met sur ces données et ces publications qu'on ouvre? Donc là, on profite d'un travail qui a été fait il y a quelques années par Creative Commons. Donc Creative Commons qui ont créé des licences libres. Et donc la recommandation qui est faite, j'allais dire nationalement, mais pas seulement, hein, au niveau de l'Europe et internationalement, c'est d'apposer une licence CC BY, une licence Creative Commons Attribution. Et cette licence-là permet à l'utilisateur, celui qui récupère les données ou les articles, d'en faire ce qu'il veut, à condition de citer l'auteur. Voilà, Creative Commons Attribution. Mais c'est juste un conseil. C'est-à-dire que si on veut ouvrir ces données en mettant une licence différente, Creative Commons Attribution, utilisation non commerciale, ben on a le droit, les chercheurs peuvent le faire. Il y a une chose en France qui s'appelle le droit d'auteur, qui dit que l'auteur, alors c'est pas vrai sur les données, parce que les données c'est pas une œuvre de l'esprit, et pour ce qui est pour les publications et pour les logiciels, l'auteur peut en faire ce qu'il veut et donc le déposer sous la licence qu'il a envie. Alors pour les logiciels, c'est pas la licence Creative Commons Attribution, parce que pour des raisons assez techniques du point de vue du droit, les licences Creative Commons ne sont pas adaptées aux logiciels, mais on a des licences très connues qui s'appellent licences GNU, GPL, qui permettent de s'appliquer au logiciel, et donc c'est les licences du logiciel. Donc la réponse est oui, ils en font ce qu'ils veulent, à condition de citer les auteurs. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, j'ai une question. Oui. Donc, ces données largement ouvertes, est-ce que c'est pas un risque d'avoir tout et n'importe quoi sur ces partages? Donc la question c'est sur la... Tout à l'heure, une certaine évaluation par les pairs, mais en fait elle n'est pas systématique d'après ce que j'ai pu comprendre, ou elle n'est pas obligatoire, et est-ce qu'il n'y a pas tout et n'importe quoi? Alors ça c'est une très très bonne question, une très grave question, parce que effectivement si on ouvre la science et qu'on met n'importe quoi, on ne pourra plus faire confiance à quoi que ce soit. Et donc la question de l'ouverture de la science aussi, c'est aussi une question de confiance en la science. Donc la question finalement c'est est-ce que ça augmente ou ça diminue la confiance en la science? Alors premièrement, moi je pense que si on rend transparent l'ensemble des dispositifs de la science, donc la relecture par les pairs, est-ce qu'elle est obligatoire, est-ce qu'elle l'est pas? Et si elle est faite, est-ce qu'on a le droit de voir les rapports faits par les pairs sur tel et tel article? Donc pour moi quand on ouvre, on augmente la confiance. Ceci étant, comment est-ce qu'on s'assure que des données, c'est pas n'importe quoi? Pour des articles, on a des relecteurs. On a des relecteurs et qui vont relire. Pour les données, c'est assez difficile d'avoir des relecteurs. C'est assez difficile. Alors que la première chose qu'on regarde quand des données sont publiées, c'est que déjà les métadonnées sont correctes. Donc qu'on sait qu'est-ce que ça décrit. Ensuite, comment s'assurer que les données elles-mêmes, elles signifient quelque chose? Eh bien, moi je dirais que la réponse, elle est dans la responsabilité de l'auteur. Parce que si un auteur, un chercheur, donc vient déposer sur une plateforme, la plateforme nationale, Recherche Datagouv ou Humanum ou d'autres, il vient déposer des données. Il ne peut plus les enlever. Il les a déposées sous son nom. Si c'est n'importe quoi, ça risque de ne pas être très très favorable à la suite de sa carrière. C'est un peu pareil pour les articles, les préprints. Quand on dépose un préprint, faut pas trop que ça soit n'importe quoi, parce qu'on ne peut plus les enlever. Je donne un autre exemple sur un journal, sur la façon de relire les articles. Souvent, quand on envoie, dans la méthode traditionnelle du XXe siècle, quand on envoie un article, cet article est confidentiel, on l'envoie à l'éditeur. L'éditeur l'envoie au relecteur, qui les relisent, qui font un rapport, etc. Et seulement une fois qu'il est accepté, il est publié. Il y a d'autres éditeurs aujourd'hui qui disent non, ça c'est pas transparent, on n'a pas les rapports et on ne sait pas quel est l'article au départ, donc on va faire autrement. On va publier l'article tout de suite. On va publier l'article tout de suite, et puis ensuite on va demander aux relecteurs de faire leur boulot, et ils vont relire, et puis ils vont faire un rapport. Ah bah tiens, on va publier le rapport à côté, histoire que ça soit public, que tout le monde sait si c'est pas n'importe quoi le rapport. Ça peut arriver, ça m'est arrivé sur certains de mes articles. Et puis donc on donne la possibilité de modifier l'article. Et ben, ce que dit l'éditeur,
c'est que depuis qu'ils ont fait ça, en fait, le taux d'articles soumis de bonne qualité a augmenté. Puisque, en fait, on n'a pas trop intérêt à envoyer un truc qui n'est pas terrible, puisqu'il va être publié tout de suite et on ne pourra plus l'enlever. Alors que quand on a un relecteur qui passe derrière, on a encore un peu de temps pour faire la mise à jour. Donc c'est ça, la garantie. Après, rien n'est garanti. On a tout un tas d'articles scientifiques aujourd'hui qui passent la barrière des relecteurs, parce que parfois il n'y en a pas. Tout un écosystème de revues prédatrices qui s'est mis en place, notamment grâce à la science ouverte d'ailleurs. Il y a des exemples assez connus, je ne vous citerai pas le nom, mais vous verrez, pendant la pandémie, on a entendu beaucoup parler, de gens qui produisent beaucoup d'articles qui n'ont pas vraiment un sens derrière. Donc, en fait, le processus de relecture n'est même pas un frein à ça. Et pourquoi ce processus de relecture n'est pas un frein? Parce que tous ces articles où il n'y a pas vraiment de relecture, en fait, on ne le sait pas. Parce qu'il n'y a pas de... Donc, si on ouvre l'ensemble des processus, ça permet d'augmenter la traçabilité, la sûreté et en fait l'intégrité scientifique derrière tout ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Moi j'en avais une autre. Donc, une fois que ces articles sont diffusés, ils sont diffusés dans la grande cour d'Internet. Absolument. Là où jouent Google, les GAFAM. Donc est-ce que l'ouverture de la science, ça veut dire être partenaire, être en concurrence avec Google? Quel lien ces articles ont par rapport aux requêtes? Est-ce que c'est l'intention d'être remonté dans les requêtes ou non? Alors attention, on parle de science, donc il y a un principe sacro-saint qui est l'indépendance. L'indépendance, alors on peut se dire quand on travaille sur l'optique non linéaire comme moi, il y a un petit bout de caillou sur ma table optique, on s'en fout un peu. Quand on est en sciences humaines, on a intérêt vraiment à être indépendant. Et quand on vient critiquer notamment les GAFAM, on a intérêt à être indépendant des GAFAM. Donc c'est vraiment très très important. Donc non, on ne peut avoir aucun lien avec les pratiques commerciales de ces GAFAM, ça c'est pas possible. Puis en plus on veut pas. L'objectif de la science, de l'ouverture de la science, c'est pas de remonter dans les classements, les recherches de Google. Bon, on s'en fiche un peu en fait. Ce qu'on veut, c'est rendre la chose accessible. C'est pas manipuler le collègue pour qu'il aille le chercher. On veut le rendre accessible et que s'il veut aller le chercher, qu'il puisse y aller, mais pas l'influencer. Bon, on a dit en aparté tout à l'heure, c'est un peu le monde idéal que je vous décris parce qu'il y a quand même certains collègues qui aiment bien remonter dans le classement Google, mais voilà, c'est pas l'objectif initial et c'est pas un objectif institutionnel en tous les cas. Parce qu'en fait, vous ne visez pas le grand public. C'est ce que vous disiez au début, c'est pas de la vulgarisation. On vise personne. Non. On vise personne, on ouvre. Non mais, disons, vous ouvrez, si j'ai bien compris, vous ouvrez à un maximum de chercheurs. Non. Mais pas forcément. Qui va aller lire ces articles? Ah bah ça c'est l'argument que me donnent tous les chercheurs qui veulent pas faire l'effort d'ouvrir la science. Alors on a regardé, on a fait là pour le coup il y a des études, alors plutôt en sciences humaines, sur qui accède. Qui accède. Alors évidemment il y a beaucoup de chercheurs qui accèdent, mais c'est que la moitié. Ah oui. Et bah oui, les PME, les grands groupes. Il y a même des maisons comme Dassault qui viennent regarder des articles en sciences humaines et sociales. Il y a le Crédit Mutuel. Voilà. Et puis il y a aussi des particuliers. Et par exemple, on a ouvert, je ne sais plus si je l'ai dit en public ou pas, mais on a ouvert à l'Université de Lorraine, alors là c'est vraiment purement en Lorraine, on a ouvert les thèses d'exercice des médecins. Donc elles sont toutes disponibles sur l'archive ouverte nationale, sur notre portail Lorraine d'archéologie. Et c'est notre plus gros téléchargement. C'est massif, par rapport à tout le reste, c'est massif. Comment ça se fait? D'où ça vient? Alors on n'a pas réussi à faire des études précises en fonction de l'adresse IP, d'où ça vient, etc. Mais on voit qu'une seule explication. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on a un symptôme? On va demander à Google, qu'est-ce que j'ai? Et probablement il va tomber sur les textes d'exercice. Faut pas faire ça. Non, il ne faut pas le faire. Mais si on tombe sur une thèse d'exercice de médecine, on a une chance d'avoir quelque chose d'un peu plus pertinent. Et, oui. Possibles, qui sont plutôt scientifiques parce qu'elles sont validées par les pairs, entre autres, Ouais. Mais en tout cas, ça élimine le gros du truc. Et le grand public ne va pas sur Google Scholar. Mais sur Google,
le grand public, donc du coup, accède à de la science ouverte, mais sans le savoir. Puisqu'en fait, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Et donc, ça, on tombe dessus sans passer par un portail, quoi que ce soit. Google vous emmène directement dessus. Et donc, sans le savoir, on va tomber là-dessus. Ça veut dire que Google les a référencés, lui. Bah, on espère bien, oui. Oui. Google les a référencés. Oui, Oui, vous ne courez pas après, mais lui... On ne court pas après, mais on fait en sorte que ça soit indexable. Voilà. Et donc, ce qui n'est pas commercial, il va moins y aller, et ce qui est commercial, il va y aller. Bah, disons que c'est plus subtil que ça, mais c'est vrai que c'est un peu illuminé comme ça. Effectivement, il va faire monter toutes les choses qui sont les plus sollicitées, les plus demandées. Il va faire monter dans la... Je peux vous mettre aussi un autre pavé dans la main, hein, mais ChatGPT, il se nourrit de ça aussi. Et c'est bien. C'est mieux. C'est mieux, oui, que ce soit ça. Oui. Tant qu'à faire. Hein. Justement, Ah, est-ce que l'IA a son rôle à jouer d'une façon ou d'une autre dans l'ouverture de la science? Alors oui, évidemment. Puisque l'IA, je pense qu'elle va avoir un rôle à jouer partout. Oui, alors il y a deux rôles. Il y en a un positif et un qui l'est moins. Je vais commencer par celui qui l'est moins. Donc, je vous ai parlé de revues prédatrices tout à l'heure. En fait, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est le modèle économique. Parce que si c'est gratuit pour le lecteur et gratuit pour l'auteur, si c'est gratuit pour le lecteur, donc il n'y a pas d'abonnement. Donc qui paye? Qui paye? Et il y a un modèle économique qui s'est développé où c'est l'auteur qui paye. On paye des frais de publication et ça va entre... j'aurais fait cette intervention il y a 1 an ou 2, j'aurais dit ça va de 1000 à 10 000 euros. Aujourd'hui, c'est plutôt de 2000, 2500 jusqu'à 10 000 euros par article publié. Et ben, il y a des petits malins qui ont été rachetés par des grosses maisons d'édition depuis, qui se sont dit, c'est assez simple, on va accepter tous les articles qu'on nous envoie. Et on dit, vous serez publié, et ça coûte pas cher de publier, même ça sur un site internet, vous serez publié, et on facture 1 000 euros, 2 000 euros. Ça permet d'engranger. Donc ça, c'est des revues prédatrices. Et j'ai des collègues qui sont très fiers d'avoir publié des articles qu'ils n'ont pas écrits, donc qui ont été écrits par des machines. Donc avant ChatGPT. Donc c'était déjà, et donc on a un Français, un collègue français qui s'appelle Guillaume Cabanac, qui est à Toulouse, qui a écrit un logiciel qui permet d'aller repérer, en fait, avant ChatGPT toujours, d'aller repérer des articles écrits par des machines. Et il en a trouvé partout chez tous les éditeurs de par le monde. Donc c'est vrai, ça c'est vrai, une vraie catastrophe. Donc je disais, la confiance en la science, on a un problème parce que là, on ne sait pas s'il y a eu de la relecture par les pairs. Enfin, on le sait qu'il n'y en a pas eu. Mais comme c'est pas public, on ne sait pas. Et donc du coup, ChatGPT va nous compliquer la tâche. Parce que grâce à ChatGPT, ça va être beaucoup plus facile d'écrire des articles frauduleux à partir de rien. Alors moi j'ai essayé de lui demander de m'écrire un résumé pour soumettre à une conférence, en lui donnant 3-4 informations sur ce sur quoi je travaillais. C'est bluffant quand même. C'est bluffant. Si on lit vite fait ce qu'il a écrit, on y voit que du feu. Donc si on envoie un article scientifique frauduleux à un journal, pour le repérer, ça va pas être évident. Donc à l'Office français de l'intégrité scientifique, on commence à regarder cette question-là, mais on n'a pas les réponses. Alors une des réponses pour moi, mais c'est que pour moi, c'est justement ce que je vous disais, c'est qu'on rend public les relectures, pour montrer qu'il y a une vraie relecture. Parce que s'il n'y en a pas, on ne publie pas. Et puis voilà. Côté positif maintenant. Côté positif, c'est le même, c'est que ça aide à écrire. Donc par exemple, quand vous êtes un chercheur français et que vous travaillez dans le domaine des sciences et techniques, médecine, il faut publier en anglais. Et on n'est pas tous au niveau d'être bilingue en anglais, et même plus loin, on va dire que nos collègues britanniques, américains, australiens ont une longueur d'avance par rapport à nous, parce que ils savent écrire en anglais, naturellement. Eh bien, les intelligences artificielles, ChatGPT, mais il n'y a pas que, il y a DeepL et d'autres, en fait, font d'excellentes traductions. Elles font d'excellentes traductions et donc permettent de faire ça. Et pour aller encore plus loin, je ne vous en ai pas parlé, mais dans la politique nationale et même internationale de sciences ouvertes,
il y a le multilinguisme. Parce que qui dit ouvrir la science dit c'est bien de rendre les publications à disposition de tout le monde, mais si elles sont dans un langage qu'ils ne comprennent pas, dans une langue qu'ils ne comprennent pas, c'est plus compliqué. Donc je le mets à disposition du grand public, mais le grand public italien, pour lire les publications de sciences humaines et sociales françaises, c'est compliqué. Et donc il y a un programme qui est en cours, ça va prendre du temps, mais l'idée est de publier dans plusieurs langues à la fois, en s'aidant de la traduction automatique. Alors évidemment, il faut qu'elle soit un peu supervisée par un humain, mais on s'aide de la traduction automatique, et donc on s'aide de l'IA pour faire ça. Donc c'est un énorme aspect positif, c'est l'aide à la rédaction, c'est aussi un aspect très positif. Les collègues, il y en a qui ont un peu de mal à écrire, on va dire, qui sont bons pour aller chercher des données, etc., qui ont un peu de mal à écrire. Donc écrire des articles, faire écrire des articles par de l'IA qu'on relit ensuite, moi ça ne me pose pas de problème. Tant qu'on en prend la responsabilité de ce qu'on a écrit, pour moi l'IA c'est juste un outil. Il nous reste 3 minutes. La question, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour un futur idéal à l'ouverture de la science? 2030, 100% d'accès ouvert. C'est l'objectif de la loi de programmation pour la recherche. C'est l'objectif de l'équipe politique de l'Université de Lorraine. Donc voilà, c'est qu'on arrive à tout ouvrir. Donc en 4 ans, on est passé de 30% à 60%. Donc arriver à 100%, c'est... Bon, 100%, j'y crois pas, mais 90, 95, quoi. Non, on n'arrivera pas. Pour les thèses, on plafonne à 70. 70, là, on est en train de plafonner à 70. Donc, il faut trouver pourquoi. Et là, on a un gros travail, c'est sur les données. Parce qu'on n'est qu'à 20%, et encore, c'est max 20%. Donc, il faudrait que les chercheurs s'y mettent et qu'on les rémunère pour ça, qu'on les reconnaisse pour ça. Et je ne vais pas parler des logiciels, mais on est à peu près au même niveau. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il existe une archive mondiale du logiciel libre et de tous les temps. Donc ils ont le code d'Apollo 11, etc. Ça s'appelle Software Heritage, mais c'est très difficile d'aller retrouver ce qu'on veut dedans. Mais au moins elle existe, c'est fait avec l'UNESCO, l'INRIA et l'UNESCO. Et là, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que finalement qu'on s'en serve et qu'on puisse aller voir dedans et qu'on s'en serve vraiment. Et donc qu'on arrive à ouvrir l'ensemble de tout. Et donc moi, c'est par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, je pense qu'on a réussi un tout petit peu à sortir les intérêts privés de cette affaire-là. Et donc moi, mon rêve, effectivement, c'est l'universalisme de la science comme un objet, comme un commun numérique mondial. Et je pense que c'est faisable. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Je vous invite à rester, peut-être à échanger après par la suite avec Nicolas Fressanjas. Et je vous invite à rester pour la conférence suivante qui aura pour thématique la vulgarisation scientifique, pourquoi faire. Donc vous voyez, on est dans les mêmes esprits. Et en parallèle, comment les stéréotypes de genre sont un frein aux apprentissages avec notre experte qui est juste ici. Merci à vous. Merci. RCF